Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. D'être là avec votre présence bienveillante à l'écoute de la Libre Antenne, votre rendez-vous du soir. 2 heures ensemble pour expérimenter une présence un peu hors du temps, pour lâcher les regrets du passé, mais aussi la promesse d'une amélioration future. Concentrons-nous sur ce présent qui nous demande une adaptation constante pour vivre un aujourd'hui qui ait du sens. L'expérience que nous vivons dans le présent ne doit pas être un moyen qui justifie la fin. Ne jouons pas à saute-mouton avec ce présent qui contient tant de richesses et connectons-nous pour expérimenter le seul moment dans lequel nous nous trouvons de manière effective, ce moment-ci, maintenant. Cet unique moment qui contient tous les dynamismes de la vie. Et laissez venir à vous les émotions que vous ressentez comme autant de guides à l'intérieur de vous pour calmer ce mental qui sème la confusion. Profitez de ces 2 heures pour vous ouvrir et ressentir à l'écoute des différents témoignages l'écho de vos histoires de vie et appelez le 3921 pour venir vivre une expérience dans l'ici et maintenant sans jugement. Quentin et Corentin vous accueillent au 3921 et Nicolas Godet veille au bon déroulement de cette traversée dans la nuit. Toute participation à l'aventure est la bienvenue par mail sur europe1.fr, sur Facebook, sur la page Libre Antenne du week-end et par SMS au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule. Allez, 39 21, on fait route ensemble au cœur de la nuit. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Natacha. Oui, bonsoir Sophie. Alors Natacha, on s'est parlé hier soir en toute fin d'émission et puis je vous ai senti très bouleversée parce que vous traversez en ce moment. Je vous ai proposé de poursuivre l'échange ce soir pour vous permettre de trouver un peu de paix intérieure. Et je vous en remercie. Oui, par rapport à hier soir, est-ce que dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui suite à notre échange d'hier soir? Est-ce que une petite lumière s'est allumée? Je sais qu'on a passé peu de temps ensemble, mais comment s'est passée cette journée avec cette histoire qui vous fait souffrir en fait? J'entends une espèce de publicité qui passe et ça se fait arrêter. Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Oui. Voilà, Nicolas va régler ça. Voilà, j'étais en train de lui demander. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai tendance avec cette histoire par rapport à mon père à me demander, je tente une dernière fois de renouer ou je coupe définitivement. J'ai tendance à tourner en boucle un peu de manière obsessionnelle et oui, sur une décision à prendre. Voilà, ouais. À être sûr que non, c'est vraiment c'est infaisable, c'est sans solution, ce serait très mauvais pour moi, pour mes enfants, et puis l'instant d'après ou le jour d'après, c'est tout l'inverse. Ouais, alors donc peut-être du coup, ça signifie qu'il y a peut-être une troisième voie. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui étaient peut-être pas à l'écoute hier soir qu'en fait vous êtes intervenu, serez-vous auprès de votre père pour mettre votre maman sous curatelle parce que elle n'avait plus toute la tête, elle allait mal et au moment où vous appréciez faire démarche, votre père les a fait alors qu'il était contre. Et depuis qu'il les a fait, il vous met des bâtons dans les roues et qui vous empêche de la voir et il vous demande de déposer par voie institutionnelle et légale des demandes qui mettent 3 mois pour voir votre mère. Et vous avez débarqué il y a quelques mois, je crois, au domicile de vos parents pour voir votre maman et ça s'est très mal passé. Votre père, après, s'est lâché sur vous avec une lettre de 3 pages d'insultes et votre sœur, elle, a coupé les ponts. Et vous êtes justement en train de vous dire, qu'est-ce que je décide et comment avancer dans cette histoire. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que j'étais en train de commencer à vous dire hier,
c'est que en fait, quand on a procédé à la mise sous tutelle de notre mère, ça a été fait en concertation avec elle, avec son frère et ma sœur et moi-même. Oui, vous parliez de son frère. Voilà, et parce que en fait, elle, ma maman venait de percevoir un gros héritage de sa maman qui venait de décéder. Et dans le même temps, mon père avait fait procéder au changement de contrat de mariage en contrat de communauté universelle. Ah oui. Voilà, tout en rajoutant des clauses très précises qui le rendaient en quelque sorte propriétaire de son héritage à elle. Exactement, ouais. Voilà, donc avec toutes les conséquences que cela sur les enfants. induisait en cas de divorce, de remariage, pour notre mère et pour nous et nos enfants. Ouais. Et comme elle était malade et très délaissée déjà, et que malgré qu'ils ont de très gros moyens, il n'était pas en place parce que lui s'absentait pour aller voir sa maîtresse. Il aurait pu mettre en place une aide ménagère, quelqu'un au quotidien pour veiller au quotidien de notre maman, ce qui n'était pas le cas, mais il en avait les moyens. Et du coup, bon, c'était quand même très risqué pour elle. C'est ce qui nous a décidé à la faire mettre sous tutelle. Et elle-même nous a demandé ça. On lui a posé la question, est-ce qu'on s'oppose au changement de contrat de mariage et on te met sous tutelle ou pas? Elle était très, très décidée, très claire, sans hésitation. Mais après coup, sous la coupe de notre père et avec sa maladie, évidemment, on lui expose les choses différemment. Et donc aujourd'hui, quand je l'appelle et que mon père n'est pas présent, elle est très heureuse de m'avoir. Elle a toute sa tête alors, en fait. Elle n'a pas toute sa tête. Non, par moment, ouais. Disons que dans l'instant, déjà affectivement, elle réagit spontanément. Donc, sa fille l'appelle, elle est ravie. Et elle ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit. Donc, on retrouve un lien affectif normal et spontané. Par contre, dès que mon père est présent et qui, en général, quand je lui parle, il essaye de faire en sorte que je ne sache pas qu'il est là. Et je sais régulièrement, puisqu'elle me dit « Attends, ton père m'écrit quelque chose ». Et en fait, il lui écrit une question à me poser ou il lui rappelle que je suis pas bonne pour elle. Donc, dès qu'il est présent et qu'il lui restitue sa version des faits à lui, elle est très rejetante. Et elle en veut beaucoup. Oui. Et qu'est-ce que vous comprenez, Natacha, du comportement qu'a votre père vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui l'anime dans cette guerre contre ses filles? Je crois qu'il n'a pas supporté qu'on puisse s'opposer à lui et qu'on puisse lui faire perdre du pouvoir, et notamment celui de l'argent. Celui de l'argent, ouais. Voilà, il y avait quand même beaucoup d'argent en jeu, et puis il n'a pas supporté que pour protéger notre mère, on ait dû exposer à la justice, parce que nous, on l'a pas du tout exposé à la famille, aux amis, à personne d'autre que la justice. Un de ses vrais visages, quoi, le fait que en apparence sociale, il a l'air d'être un très bon mari, un très bon père de famille, mais en coulisses, il est très différent et il est capable d'abandonner sa femme malade, livrée à elle-même, alors qu'ils ont 40 ans de mariage et qu'il lui doit au moins de la maintenir en sécurité. Ouais. Voilà. Et les liens que vous avez avec donc votre oncle, le frère de votre mère, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que lui peut être aidant dans la relation que vous avez avec votre père? Non, parce que lui, il a vécu la même chose que nous, c'est-à-dire à partir du moment où il s'est associé à nous pour nous aider à la mettre sous tutelle, payer l'avocat, etc., il a été dénigré, critiqué, diffamé par notre père. Donc il n'a plus non plus accès à sa sœur. Et en plus, suite à tout ça, très rapidement, il devait en fait se porter tuteur de notre mère. Oui. Et il a fait un malaise cardiaque 2 jours avant de passer devant le juge. Donc il s'est désisté parce que son état de santé n'était pas bon et que... Non, mais ça montre qu'il n'était pas en capacité psychique de le faire. Oui. Et l'idée d'avoir à affronter notre père dans cette procédure le rendait malade et l'affaiblissait. Donc il a sauvegardé sa santé et au dernier moment, on s'est retrouvés du coup, parce que ma sœur et moi, il n'était pas question qu'on demande à être tutrice. On voulait quelqu'un de neutre, qui n'avait pas d'intérêt dedans. Et donc on s'est retrouvés avec un seul tuteur qui se proposait, c'était notre papa. Et la justice a tranché en sa faveur. Et oui, puisque c'était le seul.
Par contre, l'aspect du contrat de mariage est protégé. Enfin, maintenant, il n'a pas pu faire admettre ce qu'il voulait. Actuellement, on ne sait pas trop parce que le juge avait mis ça en suspens en disant que pour l'instant, c'était suspendu. On va voir ce qui se passe plus tard, comment c'est géré. Donc, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ça en est et ce que ça va devenir. Parce qu'en plus, on s'est très mal défendu puisque, vu la période à laquelle c'est arrivé, on n'avait pas de temps et d'énergie pour pouvoir préparer vraiment un dossier solide, malgré qu'on avait beaucoup de preuves pour prouver que notre père ne pouvait pas être un bon tuteur neutre et impartial. Mais on n'a pas eu le temps, l'énergie de réunir tout ça. On avait d'autres urgences, on était juste dans la survie. Et en plus, il a justement compliqué ma séparation, mon divorce avec mon mari pour m'occuper dans cette procédure judiciaire-là. Ah oui. Voilà, parce que mon mari, lui, n'était pas du tout parti pour faire une procédure, même pas demander à voir les enfants officiellement. Il payait pas de pension alimentaire, ça lui allait très bien. Mais il a fini, poussé et manipulé par mon père, par faire une procédure en référé en déclarant que je l'empêchais de voir les enfants. Et ça, vous savez le rôle qu'a joué votre père par rapport à votre ex-mari, vous en avez la preuve de ça? J'en ai la preuve en partie. Déjà, je le sais parce que je connais très bien mon ex-mari et je sais que c'est pas du tout son genre de perdre du temps dans les paperasseries administratives et encore moins. Oui, mais ce serait votre père qui serait derrière tout ça, vous pensez? Et c'est tout à fait. Oui, il a essayé aussi avec l'ex-conjoint, le père des enfants de ma sœur. Il a aussi essayé, mais bon, là, il n'est pas réussi. Et puis, il a fait aussi des actes manqués dans le sens où il a... mon père a une maîtresse qui s'appelle Natacha, comme moi. Et mon ex-mari, qui est rentré en France 2 ans après nous avoir abandonnés en pensant qu'il allait retrouver son foyer, s'est finalement tout de suite mis en concubinage avec une femme qui porte le prénom de sa fille. Ah oui. Et il a actuellement un enfant avec elle. Oui. Ah oui. Oui, il y a un écho étrange dans votre histoire, Marie, entre votre père et votre ex-mari. Et je pense que c'est ça aussi qui est très bouleversant pour vous et qui vous empêche de lâcher quelque chose ou en tout cas d'y voir plus clair. Est-ce qu'il est question vraiment de prendre une décision? Est-ce que vous pouvez laisser le temps faire son œuvre, éventuellement ou pas, apaiser les choses? Est-ce que déjà aussi votre maman n'est pas, parce que là Marie envoie un message pour dire mais s'il est abandonnique avec votre maman, c'est de la non-assistance à personne en danger, il faut le faire valoir auprès de la justice, mais c'est pas le cas en fait, il s'en occupe là maintenant. Maintenant, on ne sait pas. Depuis 4 ans, on n'a plus aucun accès à elle. Donc avant, c'était pas le cas. Elle était en danger. Effectivement, c'était de la non-assistance à personne en danger. C'est ce que le juge des tutelles nous a dit. Je suis désolée, mais c'est pas de mon ressort. Il faut aller au pénal. Mais sauf que déjà, on n'avait pas le cœur d'amener notre père au pénal. Et en plus, on n'avait pas les moyens, l'énergie. On était déjà dans un combat quotidien de survie et on ne pouvait pas se rajouter ça. Et il y avait d'autres urgences à ce moment-là. Et aujourd'hui, on n'a plus accès, on n'a plus de preuves. Nos preuves remontent à 4 ans en arrière. Donc, et en plus, très probablement, il a mis des aménagements en place depuis pour se protéger justement au niveau de la justice et puis au niveau du regard social, puisque lui, par contre, nous a traîné dans la boue et diffamé auprès du reste de la famille, des amis, des voisins. Et donc, il a joué sa victime. Et donc, il vous a isolé du reste de la famille? Oui, alors on n'était pas du tout proche du reste de la famille parce que, ayant vécu à La Réunion, on les connaissait quasiment pas et on n'avait pas de lien à part avec notre grand-mère maternelle qui était décédée. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas cherché non plus à avoir notre point de vue et ils ont fait des attestations contre nous alors qu'ils ne nous connaissaient pas, par exemple. Qu'est-ce qui vous permet... Oui, de même que mon père a fait faire à ma mère une attestation contre moi pour la garde des enfants, en disant que j'étais une mauvaise mère et que leur père était un père formidable, responsable, mature. Qui leur a dit ça?
ma maman, mon père a Oui. fait faire une attestation judiciaire à ma mère pour me démonter, notamment en tant que mère, Dans auprès de la justice, dans le cadre de ma séparation et de la garde des enfants. Et ça a été pris en compte, ça? Alors non, j'ai Vous avez justifié pu le qu'elle faire était invalider? Oui, sous d'accord. tutelle, malade. Ouais, type Alzheimer. c'est sordide dans votre histoire, Natacha. C'est compliqué Oui. parce que là, vous êtes Oui. pris dans quelque chose de très lourd. C'est très douloureux pour vous, même votre cœur, d'être attaqué comme ça par Oui. votre père, en fait, Oui. et par celui qui, voilà, et j'allais dire, est censé vous porter de l'amour. Alors, très certainement, il en a, mais d'une autre manière, en tout cas, parce que les liens d'amour dans les familles sont là. Qu'est-ce que dit cette famille de toutes ces trahisons, méfaits, couteau dans le dos, hein, parce que c'est plein de, voilà, c'est dans votre histoire, effectivement, il y a plein de coups bas, en fait, et sombres, hein, qui sans doute, voilà, viennent, sont tous emmêlés. Il me semble que pour vous, c'est vraiment vous centrer dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui semble juste, et de lâcher un peu le raisonnement de toute l'histoire, parce que ça crée de la confusion. Il n'y a pas quelqu'un à croire ou à ne pas croire, parce que là vous me donnez des faits, donc c'est pas croire que votre père est autrement. Là vous me donnez une série de faits, et donc son comportement dit certaines choses. Alors bien sûr il y a son être qui est son terme, en tout cas voilà, son ego prend toute la place. Vous, qu'est-ce qui pour vous sonne juste à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui, voilà, quand vous faites abstraction de tous ces raisonnements et tous ces faits, qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement par rapport à cette histoire? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, vous? Qu'est-ce qui compte le plus? Je ressens que je peux pas continuer à nager en eau trouble et Ouais. à m'exposer à des attaques et que donc j'ai pas trop le choix que de couper et de tourner une page définitive. Mais quand vous parce que dites c'est déjà un peu coupé, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Parce que quelle décision? Je cherche à comprendre la décision que vous avez à prendre. Parce qu'en fait, actuellement, bon, j'ai coupé avec mon père, mais je rappelle régulièrement ma mère, donc Oui. et puis la dernière fois, notamment, je suis tombée sur lui, donc on a du coup longuement discuté ce qu'on avait pas fait depuis des années. Oui. Et ça m'a, quand j'ai raccroché, j'ai une migraine terrible avec des vertiges, j'ai vomi toute la nuit. Parce comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Il n'était pas du tout dans l'accueil? Il était quoi, dans les reproches? Il était dans l'agressivité? Parce qu'il est dans son rôle de victime, dans l'histoire qu'il a racontée à tout le monde depuis le début et auquel je finis par croire qu'il a fini par croire. Oui, donc il vous a raconté que vous étiez une mauvaise fille et qu'il avait plein d'ennuis, c'est ça? Oui, il m'a raconté que ma réalité n'était pas la sienne et que si je voulais, parce que donc j'appelais j'avais envoyé des messages pour demander à ce que notre maman puisse venir en vacances une semaine chez nous, quitte à ce qu'on aille la chercher. Il m'avait pas répondu, donc du coup j'ai appelé pour lui demander de vive voix et il m'a répondu que bon, il faut prévenir au moins un mois à l'avance. Et puis, et là c'était 2 semaines à l'avance, donc voilà. Et puis que dans tous les cas, on ne verrait pas notre mère tant que on n'irait pas en médiation avec lui et notre mère. Et donc j'ai essayé. Qu'est-ce que vous en pensez d'aller en médiation familiale? Ça veut dire qu'il semble ouvrir une porte ou pas? Vous pensez que quoi? Est-ce que c'est une main tendue ou pas, cette demande de médiation? Ça me laisse. Oui, vous y croyez pas? Oui. Ben voilà, c'est ça, c'est comme je le disais, mais je comprends pas ta démarche. Comment tu peux passer tant d'années à détruire quelqu'un et à détruire une relation et pour ensuite dire et demander une médiation, faire une médiation. Et en plus, alors il n'est pas question qu'on y aille avec notre mère. Elle n'a rien à faire là, ça va lui faire plus de mal que de bien. Elle va être perdue, elle va pas comprendre, elle va juste ressentir. Ouais. Et donc, et lui, évidemment, il se. Et pour lui, c'est quoi l'objectif de la médiation? Comment il la justifie? D'apaiser des tensions, d'apaiser des conflits? Je sais pas trop. Ou de pouvoir vider son sac.
Je crois qu'il cherche à pouvoir vider son sac avec un allié, parce qu'il pense sûrement qu'il y aura le médiator comme allié. D'accord. Donc ça veut dire aussi, d'une certaine manière, il y a une certaine forme de culpabilité chez lui, puisqu'il cherche des moyens de se disculper. Je dis une certaine forme. Je crois, oui. Et que vous ne voyez pas. Parce que quand je lui dis, mais comment peux-tu penser aujourd'hui à une médiation alors que ça fait 4 ans que tu me coules, que tu me détruis, que tu casses notre relation, sans scrupule, il me répond simplement tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en réaction à ce que tu as fait. Et donc je lui dis, mais qu'ai-je fait d'autre que protéger ma mère, c'est mon devoir de fille. J'ai rien fait contre toi, j'ai fait pour protéger ma mère. Et j'avais pas le choix. Oui, donc il a pris tous vos comportements contre lui. Il en a fait une affaire personnelle, très égocentrée. Et ça, donc effectivement, du coup, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, sa façon de prendre et de voir les choses, c'est plus de la même chose contre lui. Et là, pour vous, c'est très difficile parce que ce genre, d'attitude ou de croyance, quand il part, comme vous dites là-dedans, en fait, la demande de médiation est encore un autre moyen que de faire valoir que vous avez tort. Et voilà, et lui se restaurer. Maintenant, peut-être alors vous mettre dans un système légal pour avoir, parce que ce qui compte finalement surtout, c'est de garder le lien avec votre maman. Et comme il faut faire cette demande, là vous me dites, faut 1 mois, c'est ça, de délai. Pourquoi vous feriez pas pour cet été, pour les vacances de cet été? Là, on l'a fait, mais on n'a pas de réponse. Ça fait 2 semaines et demie. Et après, vous pouvez ressaisir un courrier d'avocat? Je sais pas. Oui, c'est-à-dire que là, plutôt que de monter les tensions, à essayer de raisonner, parce qu'il n'y a pas de raisonnement qui tienne, c'est-à-dire que il est dans le réel qu'il a créé. Et il est enfermé dans son réel à lui, et ça vous le comprenez très bien. Et donc, évidemment, il n'entend pas un autre réel que le sien, et sûrement pas celui de l'autre. À ce moment-là, c'est vous prendre les moyens de la réalité à disposition. Alors, démarche, justice, droit, pour vous mettre exactement dans l'axe de votre intention et de votre objectif, qui est de voir votre maman, de passer du temps avec elle, de vous en occuper. Et donc, si c'est ça la petite fenêtre d'ouverture pour la voir, et qu'il faut faire une démarche, là il n'a pas répondu, il faut peut-être envoyer un recommandé, éventuellement passer un coup de fil avec votre avocat pour savoir comment. Vous voyez, rester sur du factuel. C'est-à-dire que plus vous allez rester sur du factuel, plus vous allez être protégé. Parce que là, vous n'allez pas changer la donne tant qu'il n'est pas lui-même d'accord. On est 2 pour faire une relation. Donc là, vous avez quelqu'un en face qui n'est pas décidé à changer de relation. Donc sans l'agresser, puisqu'il a dit il y a une démarche à faire, vous faites la démarche. Oui, mais la démarche qu'il m'a demandé de faire, je l'ai faite. Je vais pour cet été. Demander par écrit, pour cet été. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et c'était il y a combien de temps? C'était très récemment? C'était il y a presque 3 semaines. Donc il faut c'est un recommandé, accusé de réception? Non, c'était par mail. Oui, vous allez faire un courrier recommandé, accusé de réception. Il faut vous mettre absolument avec quand il y a comme ça dans des relations de type un peu manipulatoire, où lui fera toujours valoir sa réalité, il faut que vous vous mettiez dans quelque chose de très droit, du plus droit possible, et sans trop d'affect, et surtout sur du factuel. Et vous, votre objectif, il n'y en a qu'un seul, c'est continuer à avoir un lien avec votre maman et voir votre maman. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que ça, il n'accepte pas. C'est ce qu'on a fait en fait là pendant 2-3 ans avec ma sœur, de ne communiquer avec lui déjà plus par oral, uniquement par écrit, et puis que sur du factuel et que concernant notre mère. Et lui, par contre, nous a harcelés, et particulièrement moi, de mails, de messages, qui n'étaient que de l'attaque affective et de la revendication et de la victimisation et auquel je n'ai jamais répondu. C'est-à-dire que j'en ai reçu pendant 3 ans régulièrement. Oh là là. Je ne répondais pas et ça continuait. Et jusqu'au jour où il m'a écrit, c'est la dernière fois, donc là en copie avec à ma sœur et à mes 2 meilleures amies,
dans le but parce qu'il a essayé avec acharnement de me couper de tous, de m'isoler complètement de ma sœur, de mes amis, de mon mari. Et donc il leur a envoyé cette copie de lettre où il me décrivait comme quelqu'un de malade, de manipulatrice. Ah oui, il vous accuse de ce qu'il est. Bien oui, fait, voilà, c'est ça. Il a une facilité à projeter sur moi son délire, mais c'est incroyable. En fait, vous analysez très très bien les choses, Natacha, et c'est très important que vous ayez cette distance-là parce qu'il est en pleine projection et que vous d'ailleurs, vous pouvez lire ce qu'il vous écrit en creux. Il parle de lui. Il ne fait que parler de lui. Il ne parle pas de vous. C'est vraiment important pour vous. Bien sûr, c'est une protection, mais c'est aussi comprendre que tout le discours qu'il tient sur vous lui appartient et qu'il est en pleine projection, en plein délire projectif, et que ça, et que vous êtes, j'allais dire, vous avez la fonction du drapeau rouge du taureau, malheureusement, et dans lequel il fonce, en fait, continuellement. Alors, vous n'allez pas changer de couleur, vous n'allez pas changer de forme, vous n'allez pas ne plus être sa fille. Ce serait intéressant d'explorer quand même, Natacha, soit en psychogénéalogie, en thérapie, ce qui se passe là, ce qui est abîmé dans cette famille. Parce que vous qui êtes maman, et vous m'avez dit dans votre question de début, c'était est-ce que je dois ou pas couper des liens, je pense à mes enfants. Effectivement, la réponse n'est pas à cet endroit-là. La réponse, mais vous la détenez, c'est moi, maman, qu'est-ce que je fais de ces liens au-dessus de moi dont je suis l'héritière, mais jamais par hasard, c'est simplement une épreuve qui vous arrive à vous. Et je pense que dans la tension de la question que vous vous posez, il y a déjà le début de réponse qui est oui, à mon niveau, vis-à-vis de mes enfants, je dois nettoyer cette plaie familiale qui n'est pas dans l'action, qui est vraiment dans un travail intérieur, d'âme, de conscience, de connexion à vous-même. Et plus vous allez aller loin dans cet intérieur de vous, vous allez y trouver de l'amour, et à cet endroit-là, vous allez pouvoir réparer. Et ça, ce sera réparateur pour vos enfants. C'est-à-dire que dans l'état actuel de ce qui se passe, c'est-à-dire dans l'aspect fait, vous n'avez pas d'action à mener, donc pas vraiment de décision. Faites ce que vous avez à faire, les courriers, les recommander, ça c'est pour voir votre maman. Et s'il y a une décision pour vous à prendre, c'est de vous engager dans un vrai travail personnel, de vraiment de rentrer en vous, de cœur, de trouver la thérapie qui vous convient, peut-être un peu de psychogénéalogie, d'essayer de reconstituer quelque chose, parce que vous détenez cette lucidité et ça vous arrive là pour que ce soit réparé. Et c'est là où vous allez délivrer vos enfants de l'échelon supérieur. C'est ça, c'est vrai qu'une de mes grosses angoisses qui aussi me prend beaucoup d'espace psychique, c'est de me dire, mais dis donc, mais qu'est-ce que je laisse à mes enfants, quoi? Rien, vous allez rien leur... Oui, mais Natacha, justement, l'enjeu, c'est de ne pas leur laisser. Donc, quand vous dites qu'est-ce que je laisse, c'est comme si vous ne pouviez rien faire. De fait, vous ne pouvez bien sûr pas changer la donne de la situation, mais vous êtes très puissante dans votre cœur, dans votre âme, dans tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ça que captent les enfants. Les enfants, ils captent l'intérieur de leur maman. Et je suis persuadée que vous le sentez. Donc, tout ce que vous allez faire pour de retrouver de la paix à l'intérieur de vous, et dans cette paix, vraiment, vous allez rencontrer votre cœur et de l'amour, c'est ça qui va réparer la famille. Même si, alors, c'est ces liens, vous voyez, invisibles qui vont se réparer. Et ça, vos enfants vont en être les héritiers. Beaucoup plus sûrement que les liens extérieurs qui, pour l'instant, eux, sont trop abîmés. Donc, la réponse n'est pas dehors, elle est vraiment à l'intérieur. Et vous, dans un travail difficile, douloureux, parce que voilà, j'imagine qu'il y a des histoires d'enfance, il y a tout qui risque de remonter. Il y a une famille quand même blessée, abîmée. Il y a un père très 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 loin de lui, très loin de vous, très très loin du lien. Mais si vous faites ce travail, vous savez, c'est un peu comme les cercles dans une mare, dans l'eau, ça va rayonner. Vous allez rayonner. Et là, vous avez vraiment, à mon avis, une très belle voie à explorer.
et qui n'est pas facile, hein, elle non plus. Hein. Oui, ne croyez pas qu'elle est aussi facile, voilà, que les autres, mais c'est en tout cas ça que la vie vous propose. Elle ne vous l'impose pas, mais en tout cas ce qui vient frapper à votre porte. Et en plus, ça va vous donner de la paix parce que vous n'avez pas à répondre sur la question qu'est-ce que j'ai à faire. La réponse est qui j'ai à être dans la situation. Et elle n'est pas dans le faire, là, la réponse. Parce que vous êtes bloqué. Et quand le faire, on est bloqué au niveau du faire, ça veut dire que la réponse, elle a un autre niveau de conscience. Elle se situe ailleurs. Oui, alors ce qui m'a fait me poser cette question, qu'est-ce que je dois faire, couper définitivement ou poursuivre, c'est parce que justement j'ai une espèce de pensée qui tourne comme ça de manière obsessionnelle en boucle et qui m'occupe beaucoup d'énergie, d'espace psychique. C'est une résistance. Qui nuit à ma pensée, nuit à... Oui. Et j'aimerais me sortir de ça. En plus, là, dernièrement, je suis très fatiguée, évidemment, depuis longtemps, mais j'ai fini par prendre le temps d'aller voir un médecin, de faire des analyses. Et il en ressort que mes analyses de sang sont pas bonnes, notamment au niveau des leucocytes et des lymphocytes qui sont beaucoup, beaucoup trop élevés. Et puis, j'ai aussi développé depuis un an un problème d'eczéma que j'ai jamais eu. J'ai 42 ans, donc voilà. C'est psychosomatique. Et puis là, il semblerait que mon organisme lutte contre une infection, mais on ne sait pas encore laquelle. On s'oriente vers peut-être une infection pulmonaire. Et là, il y a la panique et si je meurs demain, mes enfants... Natacha, il est urgent d'entreprendre ce travail que je vous propose et que je vous indique, parce que vous faites du mauvais sang, au vrai sens du terme. Les poumons, c'est vraiment l'aération, l'air, donc la respiration, la panique. L'eczéma, c'est plus supportable, vous êtes à fleur de peau. Votre peau parle, votre corps parle, et votre corps là est en train de vous dire la réparation, la guérison, elle est intérieure et elle passe vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, c'est pas vous n'allez pas changer votre père et vous n'allez pas changer la situation. Donc il n'y a pas une décision à prendre, parce que la décision, vous allez continuer votre intention de voir votre mère, et porter votre intention est porter de l'attention à ça, et rien qu'à ça, et faire juste ce qu'il y a à faire. Et le reste... Ça me fait du mal à chaque fois. Chaque fois que j'essaye de la voir et que je ne peux pas, ça me replonge. Faites ce qui est possible. Dedans. Non, vous ne détenez pas toutes les clés. Chaque petite victoire en sera une. Vous avez une intention, c'est de la voir. Et votre attention, elle est très factuelle à mener sur c'est quoi le possible. Et le reste, c'est vraiment de l'ordre de la guérison intérieure. C'est vraiment un travail intérieur. Parce que la maladie, la médecine va soigner les effets. On va vous donner des médicaments, faire des analyses. On ne soignera pas les causes. Et là, il y a des causes. Et il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à aller soigner en amont. Donc, dans les causes. Et dans les causes, c'est coincé au niveau des émotions, c'est coincé dans le corps, c'est coincé dans l'esprit. Voilà. Et votre, vous voyez, toute l'énergie que vous mettez à vouloir décider quelque chose, c'est une résistance. C'est une résistance à aller dans votre intérieur. Vous pensez que la solution est dehors, dans quelque chose à agir, elle est totalement à l'intérieur de vous. Donc voilà, je vous souhaite de trouver les personnes et les guides qui vont vous accompagner sur ce chemin que vous avez à mener. Et ça, c'est une urgence absolue pour vous. Elle est là, la voie, pour vous, de guérison. Et aussi pour votre corps qui vous parle et qui vous dit « Viens prendre soin de moi ». Il s'agit de vous, là, aujourd'hui. L'urgence, elle est... Et comme vous dites, justement, et s'il m'arrive quelque chose, mes enfants... voilà, vous êtes importante et vous en prenez conscience à cette occasion. Et donc, c'est la rencontre avec vous-même là qui vous attend. Et c'est là où le soin se trouve, y compris le soin des relations familiales, y compris ce que vous allez léguer à vos enfants. Ok. Ouais, là c'est central. Je vous souhaite beaucoup de courage, Natacha, parce que voilà, il y a une grande œuvre qui vous attend, mais aussi une rencontre très belle et passionnante, parce que c'est la rencontre avec soi, et celle-là, voilà, elle est pleine de lumière. Donc je vous la souhaite aussi très belle et lumineuse. Oui, elle l'est. Oui. Je peux vous l'assurer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et vos conseils. Ouais, courage, Natacha. C'est pas facile ce que vous vivez. Ouais, courage à vous. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des coordonnées
d'une psychanalyste ou psychogénéalogiste. Mais vous êtes à me situé dans quelle transmettre. région? Mais en fait, je pensais, si possible, de consulter par téléphone. Ah, Parce que c'est difficile pour moi de me libérer. Et puis, oui, et dans vous... ma région, il n'y a pas énormément de psy. Ouais, d'accord. Écoutez, bon, il y a des annuaires. Ce que je peux, c'est peut-être vous donner des voies d'école ou de lieux éventuellement que je pourrais vous donner hors antenne. Mais c'est important aussi que allez déjà vous, je sais pas, au rayon librairie, voir les ouvrages qui vous attirent, ce qui vous parle, parce que souvent c'est là qu'on trouve les voies aussi. Commencez à feuilleter ou à chercher sur Internet qu'est-ce qui vous parle. Faites aussi votre propre recherche parce que c'est là qu'on rencontre des signes, qu'on est guidé. On ne fait pas des rencontres par hasard. C'est important Très aussi bien. que ce travail vienne de vous parce que vous allez mener une recherche qui va ne parler rien qu'à vous. Hein, mais je verrai avec Quentin et Corentin ou voilà ce qu'on peut faire pour vous. Bon courage à vous, Natacha. Je vous remercie Merci beaucoup. encore. Au Au revoir. revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de me recevoir. Voilà, moi je vous appelle pour vous parler d'un sujet, enfin plutôt d'un trait de caractère, l'hypersensibilité. C'est un trait de caractère que j'ai, je pense, et je l'ai découvert depuis peu de temps. Et en me renseignant, c'est vrai que j'ai un petit peu lu, je suis allé un peu regarder sur Internet, et c'est vrai que je me reconnaissais beaucoup dans les descriptions qui étaient faites ou les témoignages. Et je voulais aussi dire qu'il y avait deux faces à ce trait de caractère, comme souvent. Il y a le côté très chouette où on ressent beaucoup de choses très fort, donc on se sent vivant, ça fait vibrer beaucoup. Mais il y a aussi le côté un peu moins réjouissant, qui est que ça peut aussi agresser d'être très vibrant, on va dire. Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de profond et d'à fleur de peau en même temps. C'est ça que vous voulez dire. Hein? Et oui. pour parler de votre du témoignage juste avant, de Natacha, par rapport à l'eczéma, etc. Oui. Et moi aussi, alors moi j'ai 34 ans et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème d'eczéma. Et il y a très peu de temps, il y a 2-3 mois où j'ai aussi développé un eczéma, une petite forme, mais c'est vrai que du coup ça m'a parlé quand elle a parlé de poumons et d'eczéma, parce que oui, quand on est à fleur de peau, du coup je pense que ça se manifeste par le corps aussi. Oui, et c'est sûrement également que si l'eczéma vient d'apparaître très récemment, vous avez vécu peut-être à votre insu ou sans en avoir conscience une forme de choc émotionnel. Hein, ça se déclare à ce moment-là. Ouais. Oui, je pense bien. Et c'est vrai que alors pour parler un petit peu du revers un peu de la médaille de l'hypersensibilité, c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu ce trait de caractère, sauf que j'en avais pas conscience et j'avais l'impression d'être souvent à côté de la plaque, comme on dit, ou de me sentir, dans les groupes en particulier, c'est vrai que je me sens pas très à l'aise dans les groupes, même si les gens ne le voient pas. Souvent on me dit sympa, souriant, et en fait il y a des fois quand je passe une soirée, par exemple, où il y a beaucoup de monde, je mets presque 3 jours à m'en remettre parce que il y a eu trop de mouvements, de tumultes, et du coup j'ai besoin ou bien de m'isoler pendant la soirée, d'aller aux toilettes ou bien dans la salle de bain pour un peu souffler parce que vous captez trop de choses. Oui, voilà. Ouais. Et alors je suis pas tout jeune, j'ai 34 ans, mais c'est vrai que du coup je vis dans une forme de solitude. C'est pas un isolement non plus, mais c'est une forme de solitude et
j'ai pas trouvé d'autres moyens de me protéger ou de me préserver en tout cas. Donc c'est vrai que j'ai pas une vie monacale non plus, mais j'ai très peu d'amis, je vois très peu mes amis. Et c'est vrai que souvent, au bout d'un moment, ils se disent pas de nouvelles, et on laisse tomber, quoi. Oui, c'est un peu dommage, Baptiste, parce que vous prenez ça un peu comme une, je veux dire presque comme une maladie, comme une pathologie contre laquelle vous luttez et dont vous cherchez à vous protéger en vous disant ouh là là, j'ai un défaut de fabrication et donc à cause de ça, il faut que je me comporte autrement. Or, l'hypersensibilité, alors déjà vous dites c'est un trait de caractère. Non, ça fait pas partie de votre caractère, c'est quelque chose qui est plutôt dans votre nature et dans votre nature actuellement et qui vous vient très sûrement de votre enfance et qui est, j'allais dire, tout un lot émotionnel qui déborde, qui n'est pas conscientisé, avec énormément de choses qui vous arrivent et donc vous êtes cette éponge qui capte tout parce qu'un être très émotionnel, donc avec sûrement pas mal d'empathie, mais pas du tout amené à la conscience, pas du tout intégré. Et donc, oui, comme ça, à fleur de peau, vous subissez toutes ces émotions alors que ce sont des alliés. Alors oui, alors je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est vrai que dans mon travail, je travaille avec des enfants, des adultes, et ça me sert. C'est très positif. C'est pour ça que je disais qu'il y a deux côtés, parce que dans ma vie professionnelle, c'est un atout. Il y a des fois, j'ai pas forcément besoin de parler beaucoup ou qu'on me parle beaucoup pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est super. Donc ça, je m'en plains pas du tout, mais c'est au niveau du quotidien, du privé où c'est compliqué. Même quand je suis en couple, c'est difficile d'être parfois longtemps dans la même pièce avec la personne avec qui je suis, pas parce que la personne me dérange, mais la présence, ou bien si la personne est mal lunée ou bien de mauvaise humeur, mais elle ne me parle pas, elle se plaint pas, ça me... Oui. Il y a rien qui prend presque à la gorge et j'ai besoin soit de dire qu'est-ce qui va pas, dis-moi ce qui va pas pour que ça sorte, ou bien je sors ou je fais autre chose parce que sinon c'est tumultueux, quoi. Ouais. Baptiste, il y a un moyen, un travail sur vous à mener par rapport à ça pour justement que ce soit un atout et juste une force et même un cadeau et pas quelque chose qui vous contraint ou qui vous empêche. Imaginez, et d'ailleurs c'est intéressant là quand vous me parlez de votre peau, imaginez qu'en fait votre être est très tous les capteurs sont à l'extérieur, c'est-à-dire imaginez qu'on ait placé plein de capteurs sur votre corps et ces capteurs, au lieu de pouvoir avoir une face interne, une face externe, eux ils sont tous branchés comme des petits haut-parleurs sur dehors. D'accord. Et puis ça filtre pas et ça rentre direct à l'intérieur. Mais il n'y a pas les capteurs tournés vers l'intérieur de vous. Et donc, et c'est pour ça que vous avez besoin par moment de vous retrouver seul pour essayer de reconnecter, parce que sinon, comme il n'y a pas ces petits capteurs qui jouent avec leur clapet, qui vous permettent d'être à la fois avec vous et avec l'autre. Vous voyez, c'est un peu comme si vous êtes avec d'autres, c'est comme vous êtes avec les autres, mais vous n'êtes plus avec vous. Donc vous perdez. En fait, vous avez perdu le contact. J'aime bien les tête-à-tête avec les amis, mais quand on est même 3 ou 4, alors je le fais de temps en temps, mais de moins en moins, parce que déjà j'ai l'impression de pas être à 100% avec les gens, que c'est un petit peu vide, ou ça m'épanouit moins, parce que il y a beaucoup de monde et plus d'interactions, forcément, quand on est 5 ou 6 autour d'une table. Et c'est vrai que du coup, peut-être que je m'oublie, ou peut-être que je sens plus vraiment comme je suis, comment je suis à l'intérieur, et du coup, c'est vrai que c'est pas satisfaisant, et des fois,
ça me met en colère, ou bien des fois je me dis je laisserai passer du temps avant de les revoir, ou bien j'ai pas envie de les voir. Ils m'ont rien fait, mais oui, vous leur en ce que voulez. j'ai ressenti était trop compliqué à gérer, quoi. Oui, alors qu'en fait, ce que vous avez ressenti, c'est quelque chose qui vous ramène à vous, et que ce qui vous aujourd'hui vous fait défaut. Quand je dis vous fait défaut, c'est que qui vous manque. Ah oui, c'est l'écoute de vous, c'est la connexion. Vous savez écouter les autres, entendre tout le brouhaha dehors, mais l'antenne à l'intérieur, elle capte pas. Et ce qui vous aiderait le mieux, Baptiste, c'est alors soit des pratiques de méditation pleine conscience, ou tout ce qui va vous amener à vous centrer dans l'espace à l'intérieur de vous-même, avec cette connexion. Une thérapie de la Gestalt. Oui, très bien. Et alors ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Pas. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert l'hypersensibilité, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup abordé ce sujet en thérapie, mais peut-être que ça pourrait être une piste supplémentaire. Oui, parce qu'attention à ne pas faire de... c'est vrai qu'on lit plein de choses sur Internet, mais attention à ce que votre mental ne saisisse pas ça comme une résistance. C'est-à-dire, ne prenne pas ces données-là en disant « Ah ben voilà, c'est marqué, c'est gravé, je suis hypersensible, donc voilà, toute la liste de mes comportements, et donc c'est normal. Donc maintenant, il va falloir que je mette en place des comportements pour me protéger, pour gérer ça. » Et du coup, vous allez arrêter un processus d'évolution. Vous allez le stopper parce que vous allez fixer quelque chose. Et ça, c'est le mental qui diagnostic. Exactement. Comme ça, qui serait un peu qui fixe, comme vous m'avez dit, c'est un trait de caractère, donc j'ai ça, et il faut que maintenant que je navigue avec ça dans la vie. Et c'est pas un trait de caractère, alors? Non, c'est une nature, vous êtes de nature plutôt, très sensible, et c'est magnifique, et ça se travaille, ça s'assouplit, et cette sensibilité que vous avez à l'extérieur mérite qu'elle se tourne maintenant vers l'intérieur de vous pour aller découvrir qu'est-ce qu'elle a du mal à voir, ou qu'est-ce qu'elle ne ressent pas parce que c'est peut-être, je sais pas, un peu douloureux, un peu dangereux. Voilà. Donc il y a plein de belles choses à l'intérieur, et ça va rééquilibrer comme des plateaux de la balance. Vous voyez, là aujourd'hui, vos capteurs, comme je vous le disais, sont très tournés à l'extérieur. Donc du coup, ça crée un déséquilibre. Vous êtes obligé de vous isoler pour retrouver l'équilibre à l'intérieur. Et puis même des fois chez moi, c'est même des fois pas suffisant. Des fois, je suis seule chez moi, mais je suis obligé d'aller en forêt ou bien au milieu de grands espaces, vraiment, où il y a pour pas vous connecter. beaucoup. Et quand après j'ai marché pendant 1 heure ou 2, je me sens rechargé et beaucoup mieux. Oui. Et j'ai l'impression que tout est bien remis en place, comme si j'étais nettoyé. Oui. Et après, ça repart jusqu'à la prochaine fois. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas toujours l'occasion d'aller dans des grands espaces. Donc c'est vrai que ça pourrait être bien de trouver en tout cas des pistes pour le faire au milieu de la civilisation. Exactement, aussi, parce que c'est une chance que vous avez, Baptiste. Oui, mais j'en ai conscience, mais c'est vrai que ça peut... Des fois, je le sens très fort, où je me dis, mais c'est génial, c'est formidable, c'est bien, c'est rigolo, des fois, ça crée des situations vraiment chouettes, mais des fois, c'est aussi un peu... ça met la nausée presque. Oui, parce qu'il y a trop d'interférences, il y a trop de bruit, c'est trop encombré. Et donc, c'est vrai que c'est dans la solitude de la forêt que vous arrivez à vous rencontrer de nouveau. Mais petit à petit, par certaines pratiques, presque une discipline de conscience de vous, de travail de la respiration, de travailler votre attention, votre intention. Vous voyez, de comme ça d'élever votre niveau de conscience, vous allez cette sensibilité, elle va vous nourrir, et vous allez rééquilibrer ces plateaux de la balance extérieur-intérieur, et pouvoir être et avec l'autre, et avec les autres, et avec vous-même. Parce que là, vous êtes dans le ou bien. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'autres personnes, vous êtes coupé de vous. Il n'y a plus de retour son, il n'y a plus de retour image, il n'y a plus rien. C'est terrible pour vous, ça. Oui, vous avez raison. Et d'un autre côté, j'ai aussi... Je fais très attention à certains détails quand je suis en présence des gens, et des fois ces détails prennent toute la place aussi. Oui. Il y a quelque chose de très, très difficile à expliquer. Oui, donnez-moi un exemple. Je sais pas.
Qu'est-ce que je pourrais dire Récemment, là, je sais pas, dans les derniers jours, un détail qui a pris toute la place. Je sais pas, je vois une amie et puis j'ai pas d'exemple comme ça. Bon. Mais Et donc, vous voulez dire que ce détail va vous envahir dans le mental, vous allez y penser tout le temps. Voilà, oui, c'est vrai que je vais faire attention à ce détail, et à cause de ce détail-là, ça va un peu me gâcher la soirée où mais ça vous coupe de vous, c'est une résistance. Ouais. C'est-à-dire que ce détail qui vous encombre vous empêche la connexion avec vous. Et ça, parlez-en en thérapie. Voilà, pour un exemple, un sujet de conversation très banal, je le trouverais ni intéressant ni pas intéressant, mais comme c'est un peu tiède, du coup, ça m'énervera parce que je me dis c'est pas profond, bien c'est pas léger, c'est un peu en demi-teinte, et du coup je me dis est-ce que ça vaut la peine que je revoie la personne, c'est des choses des fois très très bêtes, mais du coup ça prend pas des proportions, mais je me dis je suis un peu définitif en disant je vais laisser un peu de temps avant de... Ouais, mais en fait vous faites des projections, Baptiste, dans ces cas-là de votre inconscient. C'est votre inconscient qui et du coup en fait c'est que du coup vous accusez entre guillemets de la personne de vous faire ça, de provoquer ça chez vous, alors qu'en fait c'est quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, et dans cette projection, c'est une invitation à vous pencher sur qu'est-ce que ça touche chez moi, pourquoi ça résonne, qu'est-ce que ça me fait à moi. C'est vraiment, c'est autant d'invitations à vous connecter à vous-même pour éviter justement ces projections. Et pourtant, c'est vrai. Alors oui, je pense que vous avez raison, mais c'est vrai que j'ai l'impression déjà d'être dans cette forme de solitude. Je me dis, j'ai l'impression déjà d'être avec moi-même, et des fois je me dis comment je peux faire plus, mais le chemin c'est être avec vous-même et avec les autres, sinon vous êtes clivé, et quand vous êtes avec vous-même et apaisé, c'est que là vous avez tout fait taire, et donc vous n'avez plus ce retour son de l'autre qui vous apprend tant de choses. Donc vous avez un joli chemin là devant vous, Baptiste, et parlez-en avec votre thérapeute. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir, Baptiste. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peeters. Sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous. Et merci à Messa de Toulouse pour ce joli dicton. En libre antenne, tu t'ouvriras. Eh bien oui, nous sommes là pour s'ouvrir à notre présent qui nous demande une adaptation constante, à s'ouvrir également à nos émotions qui sont autant de guides à l'intérieur de nous pour calmer ce mental qui sème la confusion. Alors appelez le 3921 pour venir vivre une expérience dans cet ici et ce maintenant sans jugement. Quentin et Corentin vous accueillent au 3921 et Nicolas Godet veille au bon déroulement de cette traversée dans la nuit. Toute participation à l'aventure est la bienvenue par mail sur europe1.fr, sur Facebook, sur la page libre antenne du week-end et par SMS au 73921 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule. Allez, 3921, on poursuit la route ensemble au cœur de la nuit. Europe 1. Sophie Peeters. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors voilà, moi je vous explique que j'ai beaucoup d'affection pour une petite mamie que j'ai connue depuis toute petite fille. Après j'étais adulte, je suis à la retraite, je me suis occupée d'elle et on passait des moments très agréables. C'était une mamie très positive, qui avait toute sa tête, qui lisait, qui s'intéressait à tout, très agréable. Un jour, elle a perdu une amie. À peu près de son âge, alors on ne le lui a pas dit, et depuis ce jour, elle a quand même changé. Oui. Et alors, moi, je suis une amie, je l'affectionne, mais je suis rien de sa famille. Et alors, ses neveux, le jour où elle a perdu cette amie,
ils ont décidé, ils l'ont mise en maison de retraite, quoi, en EHPAD. Oui. Et alors, bon, elle n'est pas loin de chez moi, je continue à la voir assez régulièrement, lui téléphoner, mais là, elle vieillit, elle va avoir près de 96 ans. Et alors, donc là, elle a été hospitalisée. Elle a fait un œdème pulmonaire. Oui. Bon, c'est assez sérieux. Bon, elle est à l'hôpital, j'ai pris de ses nouvelles, tout ça. Et puis, par l'intermédiaire de cette mamie, j'ai retrouvé un amour de jeunesse. Oui. Et ce monsieur, on se connaît depuis 50 ans. Hein. Mais entre-temps, on a fait nos vies chacun de notre côté, on a divorcé. Mais lui, bon, il vit maritalement avec quelqu'un, il n'est pas marié, mais enfin, il est en concubinage. Mais depuis, par l'intermédiaire de cette petite mamie, on a repris une liaison qui dure depuis 6 ans. Oui. Et donc, je le vois, c'est pas vraiment une vie que j'aurais espérée, hein, honnêtement, parce que c'est toujours des histoires inachevées, et c'est pas tout à fait ce qui me convient. Oui. Et alors là, il m'appelle quand même régulièrement, il essaie de venir me voir à peu près tous les mois, parce qu'il est quand même à 600 km. Hein. Et alors là, je suis assez surprise, c'est pour ça que je voudrais demander votre avis, parce qu'il est très attaché à cette petite mamie. Oui. Parce que c'est un petit peu comme sa maman. Ils habitaient quand il était enfant. Bon, elle était un peu sa maman, puisqu'il avait une maman qui n'était pas très gentille, donc il avait eu beaucoup d'affection pour cette petite mamie. Et alors, quand il vient me voir, effectivement, maintenant qu'elle est à la maison de retraite, on va la voir ensemble. Quand elle est à peu près bien, bon, on la sortait, on allait au restaurant, tout ça. Mais là, quand il m'appelle, depuis quelque temps, il ne me demande plus aucune nouvelle de cette petite mamie. Je suis assez surprise, parce que moi, je lui tends la perche quelquefois. Et comme là, elle est dans un état, on ne sait pas si elle s'en sortira. Bon, il y aura une fin un jour, c'est sûr. Et alors, pour essayer, je lui tends la perche. Je lui envoie par exemple. Je lui envoie des photos qu'on a fait ensemble, des bons moments où on était tous les trois, où on se baladait, tout ça. Alors, il me dit, oui, j'ai reçu la photo. Il me fait, oh, la pauvre. Voilà, ça s'arrête là. Il ne va pas plus loin. Et quelquefois, quand il vient, parce que c'est moi qui lui demande, bon, il me le propose quand même. Mais on sent que vraiment, ça le rend malade d'aller dans des maisons de retraite. Alors, lui, il ne supporte pas. Moi, ça me fait de la peine, mais moi, j'ai toujours été attirée par les personnes âgées. Hein. Je n'ai pas eu de grands-parents, c'est peut-être ça. Moi, ça me... c'est vrai que c'est triste. J'ai de la peine pour eux, mais enfin, ça ne me rend pas malade à un point... Et alors, j'ai l'impression que lui, il fuit. Oui, et alors là, c'est le sentiment que ça me donne. C'est quand même assez sérieux, son état. Eh bien, il m'a encore appelé, mais jamais, parce que là, ça fait à peu près 2 mois, lui, qu'il ne l'a pas vu. Parce qu'en principe, il la voyait tous les mois. Mais ça fait à peu près 2 mois. Et il y a un mois, justement, j'étais à la maison de retraite. Il a téléphoné à ce moment-là. Je la lui ai passé au téléphone. Oui. Alors, elle lui a demandé, quand est-ce que tu viens me voir? Alors, il lui a dit, le mois prochain, on parle de ce mois. Mais depuis au téléphone, il ne me demande jamais de nouvelles, si je suis allée la voir ou quoi que ce soit. Alors, la question que je me pose, c'est que je me dis, il lui arrive quelque chose, cette mamie. Est-ce qu'il faut que je le prévienne ou quoi? Je ne sais pas trop bien quoi sûr, faire. Bien sûr, Nathalie, je vous réponds bien sûr tout de suite. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous l'aidiez un peu parce que vous avez souligné qu'il était très attaché à elle et pour lui, parce qu'il l'a amené en vacances chez lui. Oui, Nathalie, c'est peut-être excessivement douloureux pour lui de la voir vieillir, partir un peu. Oui, mais j'ai l'impression qu'il pense un petit peu à sa vieillesse à lui, justement. Quand on voit partir, souvent la mort des autres, la vieillesse des autres nous renvoie effectivement aussi à la nôtre, de fait, ça peut être le cas, mais c'est aussi très certainement le fait qu'il soit très attaché et qu'il est un peu dans le déni, dans la fuite, parce qu'il pense que c'est moins douloureux comme ça. Il n'arrive pas à faire face à ce qui se passe et peut-être que vous pouvez l'aider sans le juger, parce qu'après tout, voilà, pour lui c'est son histoire. Je comprends pas, c'est qu'il sait très bien, moi je suis très très attachée à elle aussi, parce que moi j'ai passé tellement de bons moments avec elle, c'est quelqu'un de tellement positif, tellement agréable et tout, puis elle a toute sa tête, jusqu'alors. Et puis moi, je sais pas, j'ai l'impression que moi, il doit savoir quand même, il sait que je suis attachée à elle, je sais pas, de me demander si je vais la voir ou quoi que ce soit. Autrefois, quand il m'appelait, je lui disais... non, parce qu'il est gêné.
Il est gêné vis-à-vis de vous. Il est à la fois dans le déni, mais une partie de lui sait ça. Il est un peu dans la honte. Il veut pas savoir. Il prend pas de nouvelles parce qu'il ne veut. Vous savez, quand on l'expression je ne veux pas savoir, il veut pas savoir. Il veut pas savoir parce qu'il n'arrive pas à faire avec cette réalité-là. Elle est oui, mais trop moi difficile. j'existe aussi. Et quand il veut, pour nous deux, parce que vraiment cette grand-mère, elle sait qu'on a repris une liaison tous les deux depuis 6 ans. Hein. Oui. Mais alors, moi, je vous dis franchement, c'est pas une situation, parce que je suis quand même attachée à ce monsieur, parce que je le connais depuis l'âge de 16 ans. Et j'ai 66 ans, alors on se connaît depuis 50 ans. Hein. Bon, il y a eu bien sûr un passage de nos vies où j'ai fait ma vie, lui aussi. Bon, on a divorcé tous les deux. Moi, je suis seule. Lui, bon, effectivement, il est avec une personne peut-être très mal accompagnée, mais enfin, il prend pas tellement la décision. Moi, je lui ai jamais demandé de prendre la décision de partir. Apparemment, ça a l'air de lui convenir. Moi, d'un côté, de l'autre côté, cette petite grand-mère entre nous. Mais j'ai l'impression, moi, enfin, l'idée que je me fais, je trouve quand même qu'il organise bien sa vie et qu'il n'est pas trop, où je le découvre, je trouve qu'il n'est pas trop dans l'empathie, je sais pas. Mais il est surtout pas très courageux, là, dans ce que vous me dites. Il entretient d'un côté, une autre vie. Bon, mais ça, c'est du jugement et que c'est pas très aidant dans la situation qui vous occupe. Et vous avez l'impression que là, d'ailleurs, vous racontez aussi un peu autre chose. Vous avez le sentiment que, en ne prenant pas de nouvelles de cette femme qui vous est chère, il vous fait aussi quelque chose à vous. Il fait non seulement quelque chose à elle, mais vous le prenez aussi pour vous. Mais peut-être effectivement qu'il manque un peu de courage. Et si c'est vous qui alliez lui en donner? C'est-à-dire, soit vous pouvez le juger, mais ça ne va pas vous aider à grand-chose, et puis ça va aussi vous faire souffrir parce que ça va vous mettre en colère, ça va vous frustrer. Bien sûr, oui, je comprends. Et ben, c'est quelquefois, souvent, c'est modélisant d'avoir soi-même du courage. Si vous prenez votre courage à deux mains pour lui en parler, en lui disant, écoute, voilà, moi je vois bien que bon, je t'ai lancé des perches, tu les attrapes pas. Et moi, ça me fait de la peine pour elle, ça me fait de la peine pour nous, parce qu'elle fait aussi partie de notre histoire. J'ai l'impression que tu fuis un peu, que c'est difficile pour toi. Je peux tout à fait le comprendre, mais ce serait bien qu'on en parle, parce qu'un jour, elle sera plus là, et il risque de s'effondrer, ou en tout cas, la souffrance sera plus grande. Donc, si c'est un peu sa maman de cœur, oui, donc vous pouvez aussi le protéger de lui-même. C'est que c'est important pour lui ce qui est en train de se passer. Oui, mais il a quand même une vie ailleurs, puisqu'il vit avec une autre femme. Oui. Et cette petite mamie, elle la connaît. Puisque quand il allait, et lui, et elle sait avec moi, parce que moi, elle me connaît depuis toute petite fille, et elle sait qu'autrefois, bon, vous savez, dans les campagnes, bon, on avait nos amours de jeunesse, et c'était lui. Et elle le sait, ça aussi, parce que je lui ai raconté toute mon histoire. Oui. Je lui ai raconté ça. Oui. Alors, il y a quelque chose qui nous... Bon, moi, je sais qu'elle m'apprécie beaucoup parce que je m'en rends compte quand je vais la voir et tout. Mais lui, c'est pareil. Bon, il lui a donné les photos justement dans sa chambre, dans sa maison où elle est à la maison de retraite. Enfin, elle n'y est pas puisqu'elle est à l'hôpital actuellement. Mais il lui a même mis sa photo d'elle avec lui. Et cette petite mamie lui a fait remarquer... Elle se tourne vers moi et elle. Où est sa photo d'elle? Vous voyez, elle le lui a fait remarquer. Ouais. Et ça m'a fait énormément plaisir, mais lui n'a pas trop... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en balisant de ne pas prendre de nouvelles de cette petite grand-mère, je sais pas, j'ai l'impression que... Alors, je lui ai même posé la question, indirectement, je lui dis veux-tu continuer de me voir? Parce que ça m'est venu à l'esprit que peut-être il voudrait tout balayer, quoi. Et alors, vous lui en avez parlé de ça? Oui, mais pas de mamie qui était hospitalisée. Je lui ai simplement dit, il m'a dit, mais bien sûr, je veux continuer, sinon je t'appellerai pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais moi, ça me met quand même dans le doute.
Oui, mais vous le prenez aussi beaucoup pour vous, donc oui, énormément. c'est ça. Donc, est-ce que votre intention, c'est qu'il continue à la voir, ou c'est plutôt de vous interroger sur la relation que vous avez avec lui? C'est les deux, quoi. C'est les deux, ouais, c'est les deux. Mais là, c'est important de dialoguer. Vous avez besoin de dialoguer ensemble. C'est par le dialogue que vous allez pouvoir, déboucher sur quelque chose ensemble. Pas forcément de remettre en question votre relation avec lui, mais de le constat que vous faites là, finalement, le partager avec lui, en disant, mais en l'accueillant aussi, c'est-à-dire qu'en acceptant, comme dit Véro, on a tous des réactions différentes face à la fin, et il y a des gens qui nous sont proches, et quelquefois on a du mal. Donc, il est peut-être en réelle difficulté avec cette mamie qui j'ai vieillit. l'impression, vous voyez, excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai l'impression, il a une sœur également, qui n'est plus de ce monde non plus. Ouais. Et cette sœur avait des problèmes un peu au niveau mental. Bon, parce qu'il a pas été heureux du tout il a eu une mère vraiment épouvantable. Hein. Mais, sa sœur est décédée aussi, mais il n'a jamais été la voir. Ah, il n'a jamais été la voir quand elle était malade? Disons qu'elle était dans une maison, puisqu'elle était... Et là, un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai appris, ma sœur est décédée. Alors moi, je lui ai dit, mais tu sais de quoi elle est décédée? Elle était malade, elle était... Non, il a l'air... Là, c'est pour ça qu'il fuit. Voilà, tout ce qui est, comme ça. Ce qui le dérange un petit peu, ou qui ne lui est plus agréable... J'ai l'impression qu'il fuit, quoi. Oui, mais là, vous serez aidante, Nathalie. C'est pas en le jugeant, ni en lui faisant des reproches, mais c'est en essayant de comprendre, et peut-être de lui apporter un peu d'aide et un peu de courage dans la situation. Parce que ça peut l'aider à grandir et à le rendre un peu plus, justement, à trouver son cœur. Parce que là, il fuit son cœur. Il fuit son courage. Donc parlez-lui de ce qui se passe pour vous, mais surtout pas de jugement, pas de reproche, ça lui appartient. Ne cherchez pas à le changer. Partagez avec lui, c'est en partageant depuis qui vous êtes qu'il peut décider de changer quelque chose pour lui-même. Mais ne lui demandez pas d'être autrement que ce qu'il est. Ah oui, non, mais je ne lui demande pas. Même la relation qu'il a avec la personne, jamais je lui ai demandé de choisir entre elle ou moi. Jamais. Jamais. Bon, s'il avait dû faire quelque chose, je pense que déjà, depuis tant d'années que l'on se connaît, mais quelquefois, il m'en parle. Il me dit, par exemple, je suis coincée. Voilà ce qu'il me dit. Et là, de nouveau, il est de nouveau coincé. Vous pouvez l'aider à faire le parallèle entre les deux histoires. Là aussi, il se coince. Finalement, il a l'art et la manière de se coincer, cet homme. Oui, donc demandez-lui, comme c'est pas très heureux de se coincer dans la vie, donc voyez avec lui, peut-être que vous pouvez lui apporter un peu de bienveillance, un peu d'écoute qui va lui permettre de... Et là, vous serez très précieuse aussi pour lui dans ce rôle-là. Ça peut être très aidant. Oui, mais il est quand même à distance, on est à 600 km, aller-retour. Et vous voyez quand? Bientôt? On se voit tous les mois, en principe, puis il essaie de rester, on vit dans le mensonge, quoi. Il est obligé il reste à peu près 2 jours et demi avec moi, et quelquefois, quand il ne peut pas, il reste au moins une journée, une nuit. Oui, profitez du moment où vous vous verrez, parce que c'est pas par téléphone. Lui dire par téléphone? Non. D'accord. Non, donc c'est un dialogue que vous devez avoir en tête à tête, c'est important. D'accord. Ouais. Bon courage à vous, je vous Nathalie. Merci d'avoir appelé. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Catherine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Également. Enchantée. Ça fait bien longtemps que je voulais vous appeler et j'hésitais. Oui, et vous vous lancez ce soir. Je me lance, comme vous dites, oui. Bravo. C'est pas facile. Non. Bon, je peux l'imaginer. Oui. Écoutez, je suis suivie depuis des années par des psychologues, des psychiatres. Là, j'ai pris le courage de vous appeler sur antenne par rapport aux commentaires de Natacha. Oui. Parce que
des soucis avec ma famille, notamment mon papa. Oui. Donc depuis le 13 septembre l'an dernier, j'ai coupé les ponts du fait qu'il m'a fait une sorte de procès. Il revenait 35 ans en arrière et me disait des choses atroces. Ma maman a Alzheimer et j'entendais derrière qu'elle disait « Arrête, arrête, arrête ». Mais il me reprochait tellement de choses, comme quoi un homme ne me suffisait pas. Il fallait que j'en ai 2 ou 3. C'est tout juste s'il ne m'a pas traité de PUTE, comme on pourrait dire. Et depuis, j'ai coupé les ponts parce que quelque part, c'est un destructeur pour moi. Ben oui. Oui. Ça fait longtemps que vous avez des frères et sœurs, Catherine? J'ai une sœur. Et ça se passe comment avec votre sœur? Entre votre sœur et vos parents. Ah, pareil, il est aussi assez violent comme ça. Non, c'est pas ça. Non. Qu'il est du fait qu'il voulait qu'un seul enfant. Ma sœur a 7 ans de moins que moi. Oui. Moi, j'ai 54 ans. Je vais en prendre 55 cette année. Elle va en prendre donc 48 là, le 25 juin. Et quelque part, elle a coupé les ponts avec moi du fait que j'étais en dépression et j'ai des addictions. Elle a coupé les ponts avec vous du fait que vous soyez souffrante. Voilà, tout à fait. Bon, c'est vrai que j'ai eu une vie un petit peu chaotique. J'ai eu des compagnons un petit peu houleux. Oui. Et des relations houleuses. Et je pense que mon père... Il n'y est pas étranger dans votre enfance, hein? Non, je pense qu'il est plus proche de ma sœur. Pourtant, elle est avec un mari qui a 18 ans de plus que lui. Et il voulait pas un deuxième enfant. Il voulait pas recevoir ma sœur, mais du fait qu'elle a une vie très stable, je pense que la fille qu'il voulait avoir, il m'a élevée un petit peu comme un garçon. Oui. J'ai fait l'armée, j'ai fait la police. Ah oui. Et quelque part. Et vous le sentiez fier de vous alors? Enfin. À l'époque. Et vous avez senti qu'il aurait aimé avoir un garçon? C'est ce que vous en avez compris, jeune fille, ou ça vous allait, vous, ces choix? Je sais pas. Ouais. Je sais plus. À partir de quel moment, Catherine, justement, dans votre vie, tout d'un coup, vous avez eu un suivi en psychiatrie? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? J'ai eu un souci avec un collègue dans la police. Ouais. Et ça. Une menace de mort avec arme. Ouais. Donc c'était une relation au départ affective et puis j'ai été soumise par rapport à lui et après je suis tombée en dépression et cela ne me lâche pas. Et ça vous lâche pas depuis? Vous n'arrivez pas à remonter la pente depuis ce moment-là? Non. Et il y aurait un lien avec un père un peu menaçant, un peu dur avec vous? Ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trahi le projet du père et d'être en faiblesse, comme si vous... Oui, parce que ça. Ma maman qui a Alzheimer, donc du fait que j'ai coupé les ponts, qui m'a fait une sorte de procès, moi je me suis dit je coupe les ponts parce qu'il est destructeur pour moi. Oui. Et je vais pas aller le voir parce que j'ai très peur d'aller aller voir chez mes parents, ne serait-ce que voir ma maman qui a Alzheimer. Et j'essaye par tous les moyens d'essayer de la voir par des amis. Mais j'ai très peur d'aller le voir. Oui, vous avez peur d'être confronté à lui. C'est son regard sur vous. En fait, c'est quoi? Vous diriez de la honte, du rejet, de la culpabilité, de la colère aussi peut-être?
C'est un rejet parce que, à mon avis, c'est un rejet vis-à-vis de moi. Et j'étais sa première fille et il pensait que tant que j'étais... tant que vous obéissiez à ses projets, tant que vous faisiez ce qu'il vous disait, ça collait, quoi. Tant que j'étais fonctionnaire, que j'étais militaire, il était fier de moi. Tant que j'étais policière, il était fier de moi. Et quand j'ai tout perdu... Et Catherine, alors justement, au moment où ça vous est arrivé, ils ont été soutenants, vos parents, pour vous? C'était il y a combien de temps? Il y a plusieurs années, donc. J'ai été mise à la retraite pour invalidité il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Et vos parents, à ce moment-là, parce que vous avez quand même subi quelque chose de difficile, de violent, puis un vrai trauma aussi psychologique, est-ce qu'ils ont été là auprès de vous ou ils vous ont... ils ont été quoi? Plutôt jugeants, déçus? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec vos parents? Ils ne connaissent pas ma vie quelque part. Mais ils ont été au courant de cette histoire-là? Puisque ma maman... Mais vous dites que c'est à ce moment-là que votre papa, du coup, s'est un peu retourné contre vous, vous avez plus été sa fille chérie, parfaite, etc. Non, parce que il a privilégié ma sœur qui a une vie très maman coucoune, quoi, qui a fait sa famille, qui n'est pas allée ailleurs. Et voilà. Mais tout ça, c'est Catherine, des jugements et des choses extérieures. Vous voyez, c'est de l'image sociale. C'est pas votre aide. C'est pas ce qu'est Catherine profondément. Et non. Donc ce qui compte là, c'est vous, c'est votre singularité, c'est qu'est-ce que vous faites aussi pour vous, pour cette jeune fille blessée, parce que si ce choc vous a amené là où vous êtes, c'est que ça remonte à loin dans votre enfance. Oui, je pense. Mais oui, et qu'il y a quand même une petite fille drôlement blessée à l'intérieur. Oui. Et peut-être, il y a cette histoire d'armes, cet homme avec lequel vous avez une relation qui vous menace, votre père qui est menaçant aujourd'hui. Il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur vous, donc la vie vous est dangereuse d'une certaine manière pour vous. Enfin, c'est ce que vous en avez compris en tout cas en termes d'expérience. Oui, c'est pour ça que je m'isole totalement. Ouais. Parce que vous pensez ne pas pouvoir vous défendre ? Alors que vous avez été formé, vous avez développé plein de capacités. Qu'est-ce qui vous fait sentir comme ça, que vous êtes sans défense, que vous devez vous isoler pour vous protéger? Parce que j'ai subi beaucoup d'harcèlement, de l'acharnement par rapport à ma maladie. J'ai la maladie de Crohn aussi. Ouais. Et donc... j'ai une fille qui a pris la relève et j'ai très peur pour elle aussi. Qui a pris la relève, c'est-à-dire qui suit vos traces, qui est dans les mêmes métiers que vous? Tout à fait. Oui. Et pourquoi vous avez très peur pour elle? Pourquoi elle aurait le même destin? Elle relève peut-être un défi de réparer sa maman, elle aussi. Je pense. Ouais. Oui. Vous pensez, Catherine? Ouais. Et je me pose plein de questions. Ouais. Dites-moi. Les questions, est-ce qu'elle veut pas se venger quelque part de sa maman? Je pense pas, quand même. Non, ce serait quoi? Pourquoi ce serait se venger si elle suit des traces? Ou venger sa mère, pas se... Oui, oui. Donc rétablir... Oui, elle veut rétablir sa maman, c'est possible. C'est possible. Mais vous pouvez aussi la délivrer de ça, Catherine, en lui disant qu'elle fait son chemin et qu'il n'y a pas de comparaison. Peut-être qu'elle a un projet un peu inconscient vis-à-vis de vous. C'est pour ça que c'est important, vous, j'allais dire d'être douce, en tout cas de vous entourer, vous, pour que votre fille n'ait plus à mettre toute sa vie à vous défendre. Si elle vous sent sans défense,
Votre fille, elle se dit, je monte au combat et au créneau pour défendre maman. Oui. Donc elle porte cette décision de défendre sa mère. Or peut-être que vous-même vous savez vous défendre. Je pense que c'est la petite fille à l'intérieur de vous qui est complètement paniquée. Elle aurait bien besoin qu'on la défende, elle. Tout à fait, Mais oui. oui. Et comme elle me l'a dit à Noël dernier, elle a vieilli avant l'âge du fait qu'elle avait une maman qui était pas trop bien. Oui. Donc, moi, quelque part, je me fais des reproches aussi, je me culpabilise. Elle a vieilli avant l'âge, elle a gagné en maturité, elle a dû grandir. Elle a aussi développé du coup plein de ressources dans la vie et du coup gagné en autonomie. Donc là, une maman fragile, ça peut aussi rendre un enfant, en tout cas un jeune adulte autonome, parce que il peut pas trop compter sur cette maman-là. Donc il a aussi besoin de se lancer. Oui. Par rapport à une maman qui va trop couver. C'est important, Catherine, de rester dans la mer que vous êtes, oui, mais vous avez vécu des choses difficiles. Donc, oui, parce que depuis l'âge de ses 2 ans, je me suis séparée de son papa et je l'ai élevée toute seule. Elle y allait quand même tous les 15 jours et elle est fâchée avec son papa maintenant et parce que il y a j'ai plein de complications. Oui, mais on dirait que l'histoire se répète. C'est que vous êtes fâchée avec votre papa, elle est fâchée avec son papa, elle suit vos traces. Comment elle a choisi d'ailleurs comment s'est fait son choix de suivre vos traces justement professionnellement? Écoutez, même son père lui a dit comme ça, t'as envie de terminer comme ta mère? Ouf. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Rien. Enfin, je sais pas. À mon avis, rien. Parce qu'elle est fâchée avec lui. Elle lui parle pas. C'est important, Catherine, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a marqué dans l'échange avec Natacha tout à l'heure. Vous aussi de délivrer votre fille. Parce que c'est pas très juste. D'abord ce que lui a dit son père. Il faut qu'elle comprenne que c'est pas juste. Bien sûr que non, elle cherche pas à voir le destin de sa mère. Et on n'a pas le destin de ses parents. On est libre. Par contre, peut-être que votre fille pourrait clarifier un peu son choix pour elle-même, pas vis-à-vis de vous, mais pour elle-même, pour qu'elle y trouve sa place à elle, et qu'elle ne vous doit rien, hein, et vous ne lui devez rien. On ne se doit rien. Il n'y a pas de comptabilité. On est en lien. Mais... Non, mais depuis, j'ai eu une addiction à l'alcool. Ouais. Et ça, elle le supporte pas. Elle me dit, maman, tu peux t'en sortir, mais c'est vrai que vu les épreuves que j'ai pu passer, voilà, ça a été. Oui, un soulagement. Vous avez cherché du soulagement dans l'alcool. Voilà. Ouais. Et en même temps, Catherine, vous savez que souvent, quand on va chercher comme ça du soulagement dans l'alcool, dans des drogues, c'est que en fait, on est sensible, on est appelé ailleurs. En fait, c'est qu'on a de réelles aspirations. Et donc, l'alcool vous sert à étouffer toutes ces aspirations comme si vous en sentiez pas capable. Donc ça vous assomme, ça vous enlève des perceptions, comme ça vous dites comme ça je souffre moins parce qu'il y a un tel appel à l'intérieur. Il y a sûrement une Catherine qui rêve de vivre, qui a envie d'exister, qui étouffe. Tout à fait, j'ai envie de vivre. Mais oui, et celle-là vous la noyez sous l'alcool. Comme m'a dit l'addictologue, c'est un psychiatre que j'ai connu qui est décédé, qui me suivait depuis de 94. Il m'a dit c'est un antidépresseur et là dernièrement j'ai entendu dire que c'est pas un antidépresseur, c'est un dépressiogène. Oui. Ça passe sur le moment, mais après coup c'est pas bon du tout. Non. Mais non. Non, parce que c'est encore pire après. Oui, c'est encore pire après, mais c'est surtout une fuite
Alors, et une fuite d'autant plus importante qu'il y a quelque chose en vous qui vous appelle à quelque chose de plus grand et que vous étouffez. Or, il y a plus à craindre en allant dans le danger de l'alcool qu'à vous rencontrer, qu'à vous trouver. Il y a sans doute un appel, de quelque chose de plus grand en vous, presque de spirituel, que vous n'arrivez pas, que vous entendez, mais qui vous fait peur et que vous noyez. Je vais vous dire, j'ai passé 7 mois et demi hospitalisée en 2015 parce que je me suis pendue. Donc 7 mois et demi, j'ai fait quelque temps dans un centre. J'étais hospitalisée sous contrainte au mois de mars 2015. Après, j'ai demandé une post-cure. Je suis partie en banlieue parisienne. Et après, on m'a proposé en Bretagne un soin de suite FFR. Donc, j'ai été hospitalisée 7 mois et demi. Mais quelque part, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi je retombe dedans? Parce que quelque chose n'est pas écouté, n'est pas entendu à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a il y a un enfant à l'intérieur de vous qui souffre, il y a une partie de vous en grande souffrance, auquel il faut tendre la main. Et c'est ça d'ailleurs qui va après aider votre fille. Vous avez vraiment besoin d'être accueilli, d'être écouté, et même si c'est douloureux en soi, et ça peut l'être, mais c'est important pour vous en sortir, parce que bien sûr vous avez la volonté de vous battre, de vous en sortir, mais vous traitez les effets par d'autres effets. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça crée un effet et vous ajoutez encore un autre moyen pour tenter de réprimer des effets. Mais les causes, d'où ça vient, cette profondeur de l'être, vous lui échappez, alors ça ressort sur d'autres symptômes. Et là vous êtes donc vous voyez un psychiatre, c'est ça, qui vous donne un traitement? Vous êtes sous traitement? Je suis sous antidépresseur. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez aussi, Catherine, un lieu de parole, d'écoute, d'attention à vous, d'attention à votre histoire, un endroit où Actuellement, je suis prise sous l'AMPA. Oui. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça me serve à quelque chose. Mais depuis 2015, j'ai été encore hospitalisée l'an dernier, en 2016, et j'ai pas l'impression d'avancer. Mais c'est vrai que j'ai des troubles aussi du comportement. C'est que il y a plusieurs symptômes du coup qui émergent en même temps. C'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que quand j'ai fait ma première grosse dépression en 92, donc j'étais sur Paris, et à cause de ce collègue-là, des menaces, tout, j'étais très soumise. J'ai failli y passer sous armes aussi, des menaces d'armes, des menaces de mort, et là j'ai perdu toute ma personnalité en fait, et là je me suis retrouvée avec des troubles du comportement, à me laver les mains sans arrêt, et c'est de l'angoisse, pour maintenir. Et j'ai eu des tocs. Et ce trauma-là, il n'a pas été soigné par vous. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un pour élaborer, en parler. Vous êtes resté un peu trop seule avec ça? Ah non, j'ai eu, à part le traitement médicamenteux. Ah oui, mais c'est pas ça, qui m'a soulagée, mais j'aurais aimé avoir une thérapie cognitive. Bien sûr, comportementale, parce que depuis 92 que j'ai fait cette grosse dépression, j'ai pas l'impression d'avancer, et puis j'ai l'impression d'avoir d'autres troubles
Je sais pas si vous connaissez la silogomanie. Non. Bah, vous voyez. C'est quoi? Bah, c'est entasser plein de choses. Je garde tout. Ma fille a 24 ans. Bah, comme le complexe de Diogène, alors, c'est ça? Ah, peut-être. Oui, d'accord. Bon, mais de toute façon, c'est toujours plus de la même chose, Catherine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous rajoutez des symptômes qui vous éloignent de plus en plus de vous et qui vous rendent de plus en plus malheureuse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous donner cet amour dont vous avez tant besoin, que votre père vous a enlevé, que cet homme a menacé d'une arme? Qu'est-ce que vous pouvez faire, Catherine, pour être un peu aimante vis-à-vis de vous, pour vous considérer digne d'amour? Bah justement, j'ai perdu toute dignité, j'ai perdu beaucoup de choses, et par rapport à mon père là, que je souffre, par rapport à maman aussi qui a la maladie d'Alzheimer et qu'elle a envie de me voir mais elle perd la notion du temps, et elle m'a dit qu'il était fou, mon père, dernièrement. Ouais. Et bah je pense que je vais essayer d'aller la voir quand même chez une de ses amies. Et qu'est-ce que vous allez faire pour vous, Catherine? Quelle décision vous allez prendre là? Ce serait bien que vous preniez une décision pour vous-même. Vous êtes là, Catherine? Oui. Oui. Oui, bah voilà, je m'occupe pas suffisamment de moi. Ouais. Et c'est pas un tort, hein. Ne le prenez pas en culpabilité, parce que je sens déjà que vous allez le prendre comme ça. C'est pour ça que je mets une protection avant. Non, mais non. Hein, je vous dis ça parce que vous êtes excessivement importante, Catherine. Pour vous, et pour tous les autres, un être en vie. Et il y a quelque chose là que vous faites qui n'est pas très juste. Se détruire, c'est décider que la vie qu'on vous a donnée et que vous avez choisie aussi, parce que vous êtes venu pour vivre cette vie, c'est un refus de vie constant, et un refus d'amour surtout, un refus de lumière, comme si c'était plus effrayant que les ténèbres. Bah, vous avez tout à trouver dans votre lumière, et on sent très bien dans tout ce que vous racontez là, comme il y a une forme de lucidité, mais aussi de désespoir, de découragement. Et je le comprends, et ça s'entend. Mais c'est souvent le désespoir de pas se rencontrer qui nous rend si malheureux. Sentiment de vide à l'intérieur, de n'être personne, de n'être intéressant pour personne, de n'être digne d'être aimé par personne. Mais ça passe par soi d'abord. C'est vous qui pouvez vous le donner. Quand vous allez vous le donner, vous allez le rencontrer. Et vous... Bah oui, mais c'est pour ça que je vis seule depuis plus de 10 ans. Ouais. Remettez-vous, Catherine, dans le présent. Essayez de trouver, alors je sais pas, vous habitez dans votre région, mais un thérapeute, quelqu'un avec qui vous vous sentiez bien pour vous confier, j'ai presque envie de vous dire quelqu'un avec qui vous vous sentiez dans l'amour, dans la confiance, quelque chose vraiment de chaud à votre cœur, parce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, vous, et de pas tout ressasser, mais de pouvoir être écouté vraiment dans des blessures très intimes, et qu'on puisse porter sur vous un regard aimant, parce que c'est celui-là que vous pourrez vous porter après, pour faire cette expérience-là, parce qu'elle vous a tellement manqué. Oui, alors que je m'occupe de personnes qui sont pas bien, et voilà, j'ai l'impression d'être vivante quand je m'occupe de gens qui ne sont pas bien. Oui, c'est encore de la fuite. C'est vrai. Une belle sœur qui est infirmière, mon ex-sœur, et qui me dit, mais tant que tu n'iras pas bien, tu pourras pas aider les gens. Oui, elle a raison. Écoutez-la. Peut-être qu'elle peut vous donner des bons conseils. Ça prouve qu'elle est à votre écoute. Ça, c'est super qu'elle soit là. Appuyez-vous sur ceux qui vous comprennent, sur ceux qui vous entendent. Allez la voir, cette belle-sœur. Demandez-lui. Voilà, confiez-vous et faites confiance.
parce que c'est ça qui va vous aider. Il y a Joseph qui dit, je vous souhaite de retrouver toute votre force de vie et de laisser partir le passé. Vous n'êtes pas responsable de tout. Allez, je vous embrasse fort, Catherine. Je vous serre dans mes bras. Et vraiment, j'espère que vous allez garder plein d'amour de notre échange pour vous-même. Je vous embrasse fort. Bonne nuit. C'est très gentil. Bonne nuit, Catherine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce et tendre nuit. Je vous laisse en compagnie d'Émilie Mazoyer, Jean-Philippe Ballas, Europe 1 Music Club. Nous, on se retrouve demain, dimanche à 23h. Et passez un très beau dimanche.